Ok, siamo in diretta. Siamo in diretta. Buonasera a tutti e benvenuti al nostro secondo appuntamento con l'aperitivo virtuale. Io sono Gaia Morosini della Camera di Commercio Italiana di Lione. Innanzitutto ci tengo a ringraziare tutti quelli che ci stanno seguendo in questo momento, in particolar modo coloro che hanno accettato il nostro invito, quindi i nostri ospiti. Il tema di quest'oggi sarà il lavoro. Dal titolo, infatti, l'aperitivo si chiama Êtes-vous prête à redémarrer? Quindi siete pronti a ripartire? Proprio per questo abbiamo scelto la ricorrenza del primo maggio, poiché il primo maggio è simbolo di numerose lotte dei lavoratori per rivendicare i propri diritti e le proprie condizioni lavorative. Per questo la Camera di Commercio Italiana di Lione ci tiene a trasmettere un messaggio di fiducia e di incoraggiamento verso tutte quelle persone che in questo frangente storico hanno vissuto e stanno vivendo disagi, precarietà e alcune persone hanno anche perso il lavoro. Quindi la Camera di Commercio Italiana di Lione ritiene che in questo momento lavoro e sicurezza debbano essere al centro delle nostre azioni. Per questo motivo abbiamo invitato 7 ospiti italiani e francesi, alcuni rivestono cariche istituzionali, altri sono imprenditori di successo affermati sul territorio francese e quindi con l'augurio che queste informazioni che vi daremo durante il corso di questa diretta vi possano essere utili per i vostri settori, per le vostre attività economiche. Io lascio la parola al presidente della Camera di Commercio Italiana di Lione, Thierry Bonnet, che successivamente presenterà l'assessore Gabriele Giottoli, assessore allo sviluppo economico, ai servizi digitali e al turismo del comune di Perugia, che è anche la mia città. Quindi prego, dono la parola a lei, Presidente. Grazie Gaïa. Merci à vous. Merci d'avoir organisé cette réunion. Nous sommes habitués à présent les uns et les autres à fonctionner en streaming, en conf call, mais bientôt j'espère qu'on pourra renouer avec des rapports plus directs. Je remercie le staff de notre chambre qui se travaille, qui se démène et qui est à l'origine de ce type d'initiative. Vous verrez à quel point, grâce à la qualité et à la diversité de nos invités, il y a profusion d'initiatives qui sont tout à fait remarquables et qui nous permettront et même permettent d'anticiper le nouveau départ. Je pense à le docteur Carlo Manone qui parlera de sa réalisation tout à l'heure. Donc voilà, bienvenue à tous. E je vais tout de suite cambiare per l'italiano per presentarvi il dottore Gabriele Giottoli, assessore sviluppo economico, servizi digitali e turismo della meravigliosa città di Perugia. Allora, dottore, buonasera. Buonasera. La città di Perugia fa parte di queste città del centro-nord e la vostra città non avrebbe subito gravi conseguenze economiche dal confinamento perché c'è stata una politica del comune sin dall'inizio diretta a sviluppare lo smart working ma anche a sostenere le imprese. Ci possa dire qualcosa sull'argomento? Beh sì, intanto saluto tutti quanti e ringrazio per l'invito e porto i saluti chiaramente anche del sindaco e dell'amministrazione comunale della città. Chiaramente quello che stiamo subendo ovviamente non è una situazione facile e diciamo che affermare appunto che non abbiamo avuto problematiche di alcun tipo e non abbiamo conseguenze chiaramente è un po' eccessivo. Diciamo che abbiamo cercato in tutti i modi di riuscire a dare per quanto possibile uno, uno spazio da un punto di vista proprio di azione per quanto riguarda alcune politiche a sostegno, diciamo, della città. Diciamo che per quanto riguarda poi la tematica relativa allo smart working, che mi vede coinvolto in prima persona, ma che ha abbracciato chiaramente tutta l'amministrazione,
diciamo che è un aspetto che è dato da un percorso che viene da lontano, ben prima che io arrivassi. Io sono arrivato da pochi mesi con l'incarico appunto di assessore e diciamo che questa cosa viene da una visione che positiva anche nella scorsa legislatura, nella scorsa amministrazione comunale, in cui si è dato atto e si è deciso praticamente di implementare dei servizi infrastrutturali, in primis appunto la stesura della fibra ottica. La città ha puntato moltissimo, era addirittura al primo punto del programma del sindaco dell'amministrazione, e diciamo che siamo arrivati a un punto molto alto di implementazione di coverage, quindi rimane un 10-12% di territorio non ancora coperto, ma diciamo che è stato un lavoro molto molto importante, in cui inizialmente chiaramente poi, come tutti i lavori infrastrutturali, comportano anche dei disagi, delle problematiche, ma in una situazione come questa ovviamente ha dato i suoi frutti, anche i cittadini hanno potuto apprezzare quello che è stato fatto. E anche perché poi, scusi, ma sono abbastanza convinto di una cosa, che sono proprio queste le attività in cui la buona politica dovrebbe impegnarsi, ovvero tutte quelle attività che vanno oltre il mandato elettorale, poi soprattutto con delle progettazioni a medio e lungo termine, che non stanno lì a guardare le elezioni, ma stanno a guardare proprio la capacità di implementazione di soluzioni che poi dopo rimarranno negli anni per i nostri figli. Consideri che la fibra ottica, appunto, la vita media della fibra ottica è di circa 70 anni da un punto di vista di fibra, quindi io probabilmente non la vedrò, se è vero oppure no questa affermazione, però contemporaneamente diciamo che è un volano enorme, l'abbiamo visto in tempi di pace, e sullo smart working diciamo ci siamo fatti trovare abbastanza preparati, in primis perché appunto una cultura infrastrutturale da un punto di vista, una cultura in primis comunale, che ha subito colto l'idea. Ricordo che appena passati proprio i primi giorni di chiusura dell'intero paese, da questo punto di vista noi siamo riusciti a fare delle delibere di giunta proprio sia per salvaguardare la macchina pubblica e quindi la politica, se vogliamo, la scelta decisionale, come ad esempio immediatamente implementare la giunta comunale online, sia per quanto riguarda proprio la pubblica amministrazione. Quindi ad oggi siamo circa 500 dipendenti che lavorano in smart working. Considerate che tutto siamo in circa 1 migliaio la macchina comunale, quindi dipendenti della macchina comunale. Ovviamente ci sono alcuni servizi che non possono essere resi in smart working, immaginiamo appunto i vigili urbani e tanti altri servizi, diciamo, diretti alla persona. Però questa cosa appunto è un piano enorme, perché, ripeto, mettere in salvaguardia innanzitutto il tema della sicurezza e soprattutto non smettere di lavorare e di, soprattutto per quanto riguarda la macchina comunale, appunto continuare a erogare i servizi. Chiaramente queste attività, lo dico sempre, lo smart working in particolar modo, sono tematiche che dovrebbero essere affrontate in tempi di pace. Molto spesso serve una leva, e in questo caso la leva è stata purtroppo una cosa abbastanza nefasta come quella del coronavirus. Però chiaramente, avendo una struttura appunto comunale molto competente in materia e soprattutto un'infrastruttura tecnica esistente, siamo riusciti chiaramente a implementarla in tempi estremamente rapidi. Ok, lei si occupa anche di turismo e dunque sì. Io ricordo benissimo Perugia quando l'ho scoperta, ero ancora adolescente. Sono arrivato insieme ai miei colleghi di classe e la nostra professoressa di italiano che ci aveva portati per il nostro primo viaggio in Italia, il 1977, in Umbria. E dunque ricordo benissimo Perugia, Siena, ma anche San Gimignano, Assisi. Per me è veramente una regione meravigliosa. E dunque, come vi preparate ad accogliere, speriamo, le migliaia di turisti che torneranno a Perugia? Avete già previsto, anticipato, in un contesto di prevenzione, forse, che sarà ancora vigente? Come combinate tutto questo? Beh, allora certo, il turismo, così come anche tanti altri settori,
Parlavamo prima appunto della ristorazione, di alcuni servizi che sono abbastanza complessi e che stanno subendo purtroppo pesantemente questo 1° maggio. Infatti andrebbe proprio totalmente dedicato a tutte quelle persone che in questo momento non riescono ad alzare la saracinesca del proprio negozio, a tutte le attività turistiche, ma a tutti coloro che poi purtroppo subiscono pesantemente, e sono tante le categorie, questa situazione. Il turismo chiaramente, lo dico da assessore, sicuramente verrò ricordato come l'assessore a Residenze Zero nel suo 1° mandato nella città di Perugia. Questo qua chiaramente, a parte le battute, è un elemento importante, perché chiaramente Perugia è una città d'arte. Perugia è una città a grandi caratteristiche turistiche, quindi ha delle grandi attrazioni, anche grazie ai suoi eventi. Noi abbiamo in particolar modo degli eventi che ha rilevanza anche europea e mondiale, primis Umbria Jazz, che è una storia oramai consolidata, pluridecennale, ma anche altri eventi, penso a Eurochocolate, penso al Festival Internazionale del Giornalismo, ovvero una città molto viva, una città che poi, oltre appunto al turismo classico, ha anche un turismo legato agli eventi. Cosa fare? Chiaramente, diciamo, io cerco sempre di vedere il bicchiere mezzo pieno, quindi in questa situazione in cui è necessario, quello che stiamo attendendo in particolar modo è tutto quello che riguarda i contributi da un punto di vista statale, per far sì che poi queste attività possano reggere e nel momento della riapertura non trovarci con una situazione drammatica da un punto di vista proprio di chiusure aziendali, quindi immagino appunto gli hotel, la ristorazione, perché poi il turismo tante cose rappresenta. Questo momento quello che stiamo facendo è non fermarci, ovvero quello stiamo cercando di cogliere un'opportunità, cioè trasformare un problema in opportunità. Sembra una frase fatta, però è esattamente come il tema che dicevo prima dello smart working. In questo momento è un processo che adesso che abbiamo implementato, credo che anche in tempi di pace, anche se riveduto, corretto, limitato e gestito in maniera differente, non potremo tornare indietro, perché i vantaggi li stiamo vedendo quotidianamente. Sul turismo, ovviamente, quello che stiamo facendo è cercare di fare una pianificazione per far sì di riuscire a supportare, per quanto riguarda in particolar modo il turismo interno, perché chiaramente quello più colpito è il turismo che arriverà da fuori, o le grandi masse che sono arrivate fino ad oggi a Perugia dall'estero, ma anche da altre città italiane. Quindi il nostro turismo, da un punto di vista implementativo per quanto riguarda il 2020, sarà totalmente concentrato nel cercare di dare supporto e opportunità soprattutto ai movimenti interni, e quindi chiaramente a un turismo, diciamo, regionale o di confine. Dall'altra parte stiamo facendo una pianificazione per permettere, e quindi arrivo al tema dell'opportunità nel momento della difficoltà. In questo momento abbiamo, diciamo, un foglio bianco, purtroppo. Dall'altra parte, per fortuna, possiamo andare a operare all'interno della città facendo una pianificazione verso il 2021, ma che sia anche questo sempre con la solita logica della fibra ottica affrontata un po' di anni fa, pensando al futuro nel medio e lungo termine, e quindi delle soluzioni anche infrastrutturali che possano permettere in primis di aumentare l'accoglienza, di poter far comunque sia lavorare gli operatori del settore, magari non nell'accoglienza diretta in questo momento, ma nella pianificazione di tutto quello che avverrà negli anni successivi. E questa qua è una cosa estremamente importante, perché chiaramente dobbiamo avere una visione. Quello che stiamo facendo è raccogliere le idee con i cittadini, con gli operatori del settore, per cercare proprio di pianificare il futuro, che è la cosa più importante in questo momento, perché la cosa che dico sempre, ma vedo parlando quotidianamente con tantissime persone, è l'idea di non vedere un futuro prossimo. E quindi questa cosa è la cosa che poi distrugge maggiormente da un punto di vista di entusiasmo, quando poi tra l'altro anche il portafoglio in questo momento è in particolar modo colpito. Quindi dobbiamo in tutti i modi, come amministrazione comunale, cercare di stare vicini ai cittadini per quanto possibile, e contemporaneamente aiutare tutti quanti a cercare di affrontare questo momento come, ripeto, un'opportunità. Capisco che è difficile, perché poi quando si parla di queste cose l'opportunità, sì, va bene, tanti discorsi, però c'è il quotidiano, il fatto che molte realtà in questo momento
stanno a zero fatturato quotidiano, quindi chiaramente è molto molto complicato. In questo speriamo appunto in un supporto enorme dello Stato, perché in questo caso dell'Europa in particolar modo, che possa aiutarci da questo punto di vista a supportare il momento proprio critico. Ecco, a tal proposito volevo un attimo intervenire io, perché abbiamo in linea anche il direttore di un importante istituto di credito lionese, che tra l'altro anche lui è di origine italiana, quindi il direttore Nicola Guida, che lo invito naturalmente a essere messo in video. Gaia, se lo puoi mettere un attimo in video, ecco qui. Proprio parlando di soldi, naturalmente c'è bisogno di parlare di banca, cioè chi dice soldi dice banca, e i problemi sono simili sia in Francia che probabilmente anche in Italia. Ecco, lei come vede, direttore, un attimo quello che ha sentito adesso anche da parte dell'assessore, che è vero che le amministrazioni pubbliche fanno, però poi dietro queste cose naturalmente c'è bisogno anche dei soldi, insomma, ecco, dei soldi quelli veri, non solo quelli che naturalmente possono essere organizzati e programmati nell'investimento. Quindi magari se ci dice due parole adesso, e intanto appena ho finito questa domanda naturalmente mettiamo anche in video Carlo Mannone, che poi ci racconterà probabilmente in italiano e un po' in francese anche, ci racconterà questa sua fantastica iniziativa, che soprattutto veramente molto molto sorprendente. Direttore, a lei la parola. Direttore, deve accendere l'audio. Direttore, deve accendere l'audio. Deve cliccare su... Buongiorno, buonasera a tutte e a tutti. Non sapevo dove intervenire. Mi volevo godere un po' d'Italia con questa bella iniziativa, perché non si può andare in Italia, e qui veniva un po' d'Italia da me ed ero contento. Per quanto riguarda la situazione, siamo ancora nella gestione dell'emergenza economica che prescinde da questo coronavirus, con delle mosse dello Stato francese che si chiamano prestito garantito dallo Stato, e che noi banche dobbiamo gestire, e che permettono alle aziende di salvaguardare un po' la loro tesoreria in questo periodo di difficoltà. L'interrogativo maggiore è quello del dopo, perché non si riesce bene a questo punto a capire quanto si riparte, come si riparte, con quale tonnicità si riparte. E questo è un punto di inquietudine che è partecipato dai mercati, dai finanziari, dai poteri regionali, statali, e questa è un po' la difficoltà che abbiamo. Non possiamo fare delle previsioni in questo momento, e dunque siamo un po' ancora in interrogativi maggiori per sapere come possiamo continuare a accompagnare l'economia senza avere una capacità di analizzare bene il contesto. Annibale? L'abbiamo perso, sparito. No, ma l'importante è che mi sentite. Volevo dire che appunto la situazione mi sembra molto simile a quella italiana, tra l'altro, perché da questo punto di vista il tema proprio del prestito garantito dallo Stato è un elemento che ci accomuna con la Francia. Chiaramente queste sono azioni che da un certo punto di vista ovviamente vanno a supportare quello che è il momento. Noi quello che stiamo vedendo come problematica maggiore, in questo chiediamo un supporto alle banche, è il termine proprio della velocità, perché chiaramente queste qua sono attività e azioni che necessitano, nel momento in cui vengono intraprese dalle singole aziende, una rapidità di esecuzione da questo punto di vista molto alta, perché chiaramente capisco bene, e in questo secondo me ci dovrebbe essere un maggior semplificazione normativa, soprattutto nei rapporti tra Stato e banche, se la banca appunto è l'ente poi erogante, perché chiaramente quello che sto vedendo, che sto notando come feedback che mi arrivano qua in Italia, è proprio il fatto che, non essendoci procedure semplificate, chiaramente giustamente anche la banca deve seguire il proprio iter, anche se la garanzia è dello Stato. Il grande problema che vedo appunto è che dobbiamo cercare in tutti i modi
di fare gli sforzi, perché quello che serve dal punto di vista economico di sostentamento serve proprio ora. E quindi magari l'idea di far passare 1 mese, 2 mesi, chiaramente è molto molto complicato. Qua ormai siamo anche nella condizione in cui una settimana in più, una settimana in meno, e parlo in particolar modo delle piccole e medie imprese, è chiaramente critico. Quindi su questo chiedo sempre, parlo continuamente anche con i suoi colleghi, chiedendo appunto un tema proprio di velocizzazione di tutto quello che può essere. Insomma, capisco che non è semplice, perché poi chiaramente in un contesto di emergenza tutto salta, però chiaramente questo è uno degli elementi principali di attenzione, che è esattamente come da noi ad esempio abbiamo fatto anche a livello comunale per l'erogazione dei buoni acquisti, no? Per la popolazione che chiaramente ha subito dei disagi. Sulla città di Perugia sono arrivati quasi 5.000 domande, ad esempio, e la nostra problematica da un punto di vista proprio effettivo è stata quella di bilanciare il controllo chiaramente giusto e normale, insomma, per quanto riguarda l'arrivo delle domande rispetto a questa misura, contemporaneamente però tenendo sempre in considerazione che cosa? Che se io il buono per il pasto, per il buono a mensa, il buono acquisto per i prodotti del supermercato non lo erogo rapidamente, chiaramente c'è una problematica seria di sopravvivenza in molti casi. Quindi scusi, volevo fare solo esclusivamente, visto che ho notato che appunto questa cosa è molto simile tra noi, tra l'Italia e la Francia, da un punto di vista di valutazione, da un punto di vista dei governi su queste azioni legate appunto ai fondi di garanzia necessari per i prestiti per le imprese. Carlo Mannone, a se là? Niente da aggiungere, Annibale. Ok. A livello di velocità penso che in Francia le cose si siano, anche se nuove, agevolate abbastanza facilmente. Diciamo che siamo stati la terza linea dopo la sanità, dopo i negozi di alimentazione. Abbiamo mobilitato le nostre truppe su questo argomento del prestito garantito dallo Stato. Ma adesso dobbiamo tutti insieme immaginare, vedere come funzioneremo dopo, quando ci sarà un'economia fatta di debiti, con poco fatturato, con delle capacità creative più cioè un contesto poco anticipabile. Tutti aspettiamo questo mese di settembre per capire un po' di più come si saranno riequilibrate un po' le cose e come ci potremo muovere da settembre in poi. Va bene, grazie direttore. Ti ringraziamo moltissimo anche di essere intervenuto e naturalmente speriamo di vederci in altre situazioni. Va bene? Sappiamo che sono entrati moltissime gente adesso in linea. Io volevo un attimo riprendere la parola con Carlo Mannone, se è possibile. Quindi mi fate entrare un attimo in diretta Carlo Mannone. Ecco qui. Carlo, mettetemelo in primo piano, Carlo, perché Carlo a questo punto... cette initiative que tu as eue, Carlo, est très intéressante, surtout une initiative qui a déjà trouvé beaucoup de partenaires, à commencer par la Chambre de commerce italienne de Lyon aussi, mais surtout beaucoup d'intérêt. Bon, voilà, c'est un petit peu étonnant qu'une ophtalmologue comme toi, évidemment, il a cette idée, mais probablement c'est le fait que tu es en contact avec beaucoup de public et tu as entendu évidemment un besoin de la part de la population de Lyon et aussi des entreprises intéressantes. Raconte-nous un petit peu l'histoire de You Lyon Me. Bonjour à tous, merci pour l'invitation déjà. L'histoire de UMI, c'est une histoire assez simple en fait, c'est une intuition. Je fais partie d'une catégorie qui est fortement sollicitée en ce moment et donc nous avons un contact avec la population, un contact qui n'a pas été interrompu et en dehors de tout ce qui est le côté médical, nous pouvons nous rendre compte et sentir concrètement
le stress et l'anxiété qui est lié à ce stop économique. Personnellement, je suis quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à l'humain et à la vie sociale, donc j'ai des intérêts autres que mon métier, que ma passion professionnelle. Et donc, j'ai posé la question autour de moi à des chefs d'entreprise, de différentes listes de catégories, et j'ai eu un retour positif. Donc, j'ai décidé de me lancer. Et voilà, disons que c'était une espèce de qu'on peut dire, de challenge à faire. L'idée, elle est bien suivie. On a un bon retour. On a encore un nombre d'inscrits qui me paraît relativement limité par rapport à la communication, mais il y a toujours une espèce de temps d'adaptation, donc d'inertie. Mais on est concrètement sollicité tous les jours pour avoir des informations. Et nous avons eu le soutien, en plus que la Chambre de commerce italienne, le soutien de la FEDECLARA, qui est un groupement de chambres de commerce et entreprises. Donc, c'est une belle expérience, c'est une belle aventure. Et en dehors du résultat technique final, c'est quelque chose qui peut faire en sorte que les différents acteurs de l'économie, ils se rendent compte que la solution ne peut pas venir que du haut. La solution viendra du bas aussi, et il s'agit d'une sorte de résistance, en fait. Oh, perfetto. Ma qual est l'objectif, quel est l'objectif, Carlo, évidemment, que tu penses aussi après le déconfinement, donc après les 11 mai aussi, quelle est la valeur, évidemment, de cette You Lyon Me qu'il pourrait avoir dans les jours aussi à suivre et à venir. Voilà. Alors, la plateforme YouLionMe, en fait, à la base, il y a deux idées différentes. YouLionMe, c'est une plateforme que j'ai conçue pour me faire un peu porteur d'une nouvelle façon de faire culture à Lyon. Et c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Et dans cette ligne-là, je reçois un soutien vraiment inattendu et assez valorisant. YouLionMe, il soutient cette action citoyenne. Donc, en fait, la structure est en marche. En fait, j'ai voulu l'utiliser pour ça. Donc, après le 11 mai, la chose qui va arriver, nous allons procéder avec une communication gastronomique, culturelle sur la ville de Lyon. On a toute une série d'interviews prévues. Nous allons être producteurs d'une émission notre personnelle sur le site culturel. Et l'initiative citoyenne, elle va continuer, je pense, jusqu'à l'établissement d'une espèce de normalité. Parce que, si j'ai bien compris, on ne pourra pas tous démarrer en même temps. Donc, voilà. On s'attend avec toute l'équipe à un bon retour dans les semaines qui viennent, parce que de toute façon, l'activité économique sera quand même freinée par cette espèce de confinement fractionné que je ne connais pas bien, je ne connais pas les détails, mais je pense qu'on restera actif avec cette action, à mon avis, encore jusqu'à fin juin, mi-juillet probablement. Perfetto, approfitto dell'arrivo anche dell'assessore alla Regione Umbria Roberto Morroni, assessore alle politiche agricole, agroalimentari e tutela e valorizzazione del territorio ambientale, naturalmente, e quindi volevo innanzitutto ringraziarlo, dottor Morroni, di essere con noi e quindi sì, deve probabilmente collegare l'audio, non ho l'audio di ritorno dell'assessore Morroni. Volevo chiederle appunto, assessore Morroni, lei naturalmente è alla testa di un assessorato abbastanza importante, perché comunque ha gestito questa fase che riguarda anche tutto il discorso delle politiche agricole. La regione Umbria è una delle regioni naturalmente con una forte prevalenza agricola, e quindi come naturalmente siete riusciti a gestire al meglio, perché siete un po' tutte le altre regioni hanno anche guardato a voi, abbiamo visto anche i servizi televisivi che hanno guardato a voi come una delle regioni pilota per quanto riguarda sia il pre-confinamento ma anche adesso il post-confinamento. Ecco, come avete gestito in regione queste politiche agricole? Ragazzi, non sento l'assessore. Assessore,
Probabilmente deve cliccare sul computer dove c'è scritto il microfonino. Provi. No, non riusciamo a sentire l'assessore perché probabilmente... sì, mi dica? Vediamo, l'assessore? No. Deve collegare le cuffie col microfono, mi dicono, dalla regia. Intanto che la chiamiamo subito, la facciamo chiamare assessore così le facciamo dire come dobbiamo fare. Intanto je voudrais les deux notre chefs que nous avons, donc Joseph Viola et Antonello Cabras, s'il vous plaît, vous les mettez un moment en ligne, Joseph Viola et Antonello Cabras, voilà. E voilà. Sì, assessore, mi sente adesso? Assessore? La sentiamo a tratti, noi la sentiamo a tratti purtroppo. Allora, in attesa, per favore chiamate l'assessore, quindi mettiamo in prima linea su due foto, quindi sia Joseph Viola e Antonello Cabras, les deux chefs de Lyon, donc bon, Joseph Viola, voilà, Joseph Viola, c'est une chef très très fameux, évidemment, pas seulement à Lyon, meilleur ouvrier de France, à la tête des 3 importantes restaurants bouchons lyonnaises, d'origine italienne lui aussi, donc j'imagine qu'il a eu un plaisir d'écouter la langue italienne pendant la première partie de cette direct, et à laquelle lui aussi il a imaginé comment redémarrer très rapidement avec sa gastronomie, ses restaurants, et en particulier pour être simple notamment à toute la catégorie de la restauration lyonnaise, qui comme tout le monde le sait, Lyon c'est la capitale française de la gastronomie. Donc Joseph, je voulais te demander quel est évidemment comment tu as imaginé dans un restaurant gastronomique, évidemment, comme sont les tiennes en particulier, de permettre à les gens de continuer à apprécier ta cuisine? Alors, moi, pour le moment, ma première réaction que j'ai eue, j'ai démarré il y a à peu près une quinzaine de jours en arrière. J'ai transformé en fait les restaurants en plats emportés. Effectivement, on a 3 restaurants, on a une épicerie comptoir à Villeurbanne. Donc, l'épicerie comptoir à Villeurbanne, elle fonctionne. Hein, on l'a ouverte, donc des plats emportés. On travaille également avec une plateforme pour suivre donc nos plats jusqu'au domicile des personnes avec Uber Eats. Saint-Jean, le restaurant à Saint-Jean, également, on procède avec la plateforme Uber Eats, plats emportés ou sur place. Et à Créqui, là, c'est une grande nouveauté pour nous parce que Créqui, là, j'ai dit, il faut que je tape un peu plus fort. J'ai transformé une de mes salles de restaurant en épicerie fine. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai mis des boîtes de conserve, j'ai mis des produits que nous fabriquons forcément nous-mêmes, parce que nous avons déjà, fort heureusement, on a toute une gamme de produits que l'on vend un peu partout dans toute la France, et également préparer des plats où les gens viennent directement chez nous pour se nourrir. Ils prennent les plats et ils s'en vont donc à la maison. Aujourd'hui, je ne veux pas dire que je suis satisfait parce qu'on ne fait pas le même chiffre d'affaires que l'on faisait il y a un peu plus d'un mois en arrière. Mais disons que ça me permet de ramorcer la pompe parce que je pense que le jour où on va nous donner l'autorisation de rouvrir les restaurants, et on ne sait pas dans quelles conditions, hein, c'est toute la grande question, je me dis que c'est une manière de se remettre un peu au boulot, un peu beaucoup, de faire rentrer nos employés. Nous, jusqu'à présent, on avait 56 employés. Là, aujourd'hui, j'ai 5 collaborateurs qui travaillent avec moi. C'est pour ça que vous me voyez en baisse de cuisine, parce qu'aujourd'hui, malgré le 1er mai, nous sommes restés ouverts parce que nous avons de la demande. Donc, on essaye de satisfaire les gens du quartier et puis les autres personnes qui viennent un peu d'un autre quartier. Donc,
voilà, on s'est transformé en épicier. Voilà, ça c'est une manière pour moi de réexister et de relier ce côté avec la clientèle, ce côté relationnel avec la clientèle et forcément aussi avec les employés. La côté A, je viens de voir Armel Nardone, qui évidemment, qu'il est à la tête évidemment de la plus fameuse glacière de Lyon, notamment. Là aussi, il nous parlera de comment il va s'organiser avec l'arrivée de l'été. Mais en restant avec Joseph Viola, justement, je voulais voir, on a aussi Michel Godet, journaliste gastronomique, qu'il connaît évidemment aussi super bien quelle était la restauration sur Lyon. Bon, d'abord, justement, je voulais d'abord entendre Lello Cabras pour savoir si Lello il pense notamment de maintenir ce type de la même politique de Joseph, aussi il y a vers la clientèle, notamment qu'il va dans un restaurant italien, des différences, comme il s'est organisé. Je sais, Lello, que toi, tu as maintenu ouvert les restaurants ces jours-ci avec une clientèle aussi de proximité, je dirais presque comme ça, avec beaucoup notamment beaucoup de protection, mais aussi une clientèle qui a continué à midi à venir dans ton restaurant. Tout à fait. Bonsoir à tous, tout d'abord. Moi, comme notre cher chef Joseph Viola, forcément, on est obligé de tenir en activité. Et du coup, j'ai gardé ouverte les deuxièmes restos. On a la chance d'avoir deux restos qui sont un à côté de l'autre. On a la cantine qui a une épicerie fine et aussi un gastronomie comme en Italie. On a un bain, on a un partie chaude et froide. Et du coup, avec les chefs de la cantine, on a travaillé en formule. On ensemble les deux cuisines parce que au début, on préférait mettre en valeur la cuisine de la cantine avec des plats traditionnels typiques de qu'est-ce qu'on fait déjà à la cantine. Et là, sauf que les clients qui nous aiment bien, ils voulaient aussi régoûter ma cuisine. Et du coup, on a mélangé nos deux savoir-faire. Et du coup, on a un côté street food et un côté cuisine un peu plus élaborée. Et ça aussi, on les trouve sur les plateformes Deliveroo et Uber Eats. On a mis les deux parce qu'on a besoin de travailler à ce moment compliqué. Et surtout... Sullo sito della chambre de commerce. Moi, j'ai mes chambres de commerce italiennes. Il y a quelqu'un qui parle en bas, non? Bon, je peux continuer. Je vois tout. Attention, ouais. Et on garde aussi un côté des clientèles du quartier. Il y a encore pas mal de bureaux qui sont ouverts. Un exemple, la Poste, la CARSAT, la CAF, qui viennent nous rendre visite. Et surtout, ça nous permet de découvrir, de rencontrer nos voisins. On a mis en place forcément pour des normes d'hygiène, on a mis des plexiglas, on a tracé un parcours pour les clients pour qu'ils ne se croisent pas. Bien évidemment, des gels idroalcooliques et tout ça. Voilà. Ecco, sì, volevo chiederti una cosa, Antonello. Antonello, je voulais te demander une chose. Donc, je vois que Carlo il est encore en ligne avec nous. D'abord, je voulais remercier le directeur de la Banque Palatine, Nicolas Guida, donc, qui, pour son intervention, et encore, je lui dis merci, il peut rester, bien sûr, à nous écouter sur notre page Facebook et comme ça on donne un petit peu d'espace à les autres. Je vois que probablement l'assessore regionale Roberto Morroni probabilmente anche lui pronto, quindi tra poco lo intervengo, mais je voulais terminer justement avec Michel Godet. Michel, qu'est-ce que tu penses? Non, d'abord, excusez-moi Michel. Carlo, qu'est-ce que tu penses est-ce que ta plateforme You Lyon Me, il peut intégrer aussi ces services pour les restaurations, type celle-ci de Lello et celle-ci notamment de Joseph? Bien sûr, si, bien sûr, évidemment.
Évidemment, parce que le service prévoit ce trait d'union entre le consommateur et la société qui offre un service ou un produit, bien sûr. Et comme tu penses, cioè, il faut venir à te prendre, il faut prendre contact avec toi, comme il faut, cioè, explique-nous un petit peu de façon pratique. Ok, là tu as Armel donc qui est Nardone, qui évidemment il pourrait être intéressé. Tu as Antonello Cabras, tu as Joseph Viola, sont des partenaires évidemment de grand prestige. Notamment tu as à côté donc les principales. Je dirais pratiquement l'ambassadeur de la cuisine lyonnaise à Lyon, Joseph Viola, une des meilleures chefs de la cuisine italienne, Antonio Cabras, et surtout les meilleures glaces de Lyon avec Armel Nardone. Donc, bon, qu'est-ce qu'ils doivent faire les gens pour entrer dans les sites You Lyon Me? Voilà. Alors, il y a une plateforme d'inscription, en fait, quand l'usager de la plateforme va sur le site, il trouve un bouton pour l'inscription, parce qu'il peut s'inscrire comme entreprise, ou un bouton où je participe. En fait, quand on veut proposer un produit, on s'inscrit, il y a un formulaire d'inscription qu'on valide dans les 24 heures, et souvent même un peu plus vite. Et de l'autre côté, la personne qui veut commander quelque chose il participe, donc elle fait sa commande. Nous n'avons pas intégré un lien direct pour passer la commande parce que la plateforme aurait demandé un effort technique plus important et on n'aurait pas pu être opérationnel dans les temps. Donc, vous verrez sur le site, par exemple, il y a Christophe Margan qui est parmi les partenaires principaux de cette opération. Et donc, bien évidemment, nous sommes disponibles à apporter des messages spécifiques pour après, je dirais, pour des signatures gastronomiques particulières. Évidemment, ça, c'est pas le problème. Le but, c'est de montrer à tout le monde qu'il y a un mouvement, qu'il y a de l'action. Alors, il y a des restaurateurs qui se sont inscrits et il y a des sociétés différentes, des sociétés de techniques, plein de choses. Mais d'abord, vous pouvez me contacter via la plateforme parce qu'il y a une adresse mail qui est opérationnelle. En plus, bon, parmi tes invités de ce soir, et tout le monde sait très bien qu'il peut me contacter par intermédiaire. Et oui, nous pourrons réadapter le message au fur et à mesure. Je ne vous cache pas que l'équipe, depuis la création du site, travaille tout le temps. On travaille tout le temps parce qu'on a écouté beaucoup de conseils, beaucoup de critiques positives. Et donc, nous sommes là pour améliorer, éventuellement ajouter quelque chose qu'on aurait pu oublier. Et il y a la place, on va ajouter des pages encore pour rappeler aux consommateurs que tel restaurant, il démarre avec cette configuration, etc. Tout le monde est bienvenu. Et c'est vraiment le but de l'opération. Va bene. Allora, je voudrais profiter donc de Armel. Donc, Carlo, je te remercie pour ton intervention. Donc, on fera naturellement, on passera évidemment les links de You Lyon Me. Et donc, on te remercie aussi d'avoir considéré la Chambre de commerce italienne comme une des partenaires de You Lyon Me. D'accord? Merci, Carlo. Grazie. Au revoir. Ciao. Au revoir. Donc, justement, je voulais que, d'abord, comme on a dit, on a Armel Nardone, voilà, qu'il est dans une situation un petit peu particulière, dans le sens que chaque été, on n'arrive jamais à prendre une glace chez Nardone parce qu'il y a la queue. Donc, et qu'on arrive, après, on a une tout petit glace. Nous, les Italiens, on est habitués à des grosses glaces. On a une tout petit glace et il faut faire même vite parce que les tables sont toutes occupées. Bon, comment vous allez faire, évidemment, d'ici quelques jours, quand la chaleur elle va retourner? Normalement, elle est prévue au mardi. Allez-y. Alors, dans un premier temps, on a déjà rouvert depuis le 22 avril. Justement pour voir un peu comment les choses se passent, mettre en place les barrières par rapport aux consommateurs, les règles d'hygiène qu'on va devoir appliquer avec notre personnel. Donc, on essaye, voilà, justement, on voit un peu comment les gens réagissent.
le port du masque, le port des gants, comment nous, on peut s'organiser dans notre travail. Donc, c'est pour ça qu'on a rouvert, en fait, là, au mois d'avril, pour pouvoir être opérationnel le 11 mai, si on nous autorise, évidemment, d'ouvrir. Voilà, parce qu'on ne sait pas encore dans la zone, quelle zone on va être et dans quelles circonstances on va nous autoriser à ouvrir de façon plus large, parce que pour l'instant, on est sur un horaire assez restreint. Donc après, on espère pouvoir ouvrir sur nos horaires habituels d'été. Ok. Voilà. Michel, je te laisse à toi maintenant, vu qu'on est tous les deux collègues journalistes, je te laisse à toi maintenant un petit peu jouer le rôle de faire un petit peu le tour entre tous les personnes que tu as devant toi, donc notamment sur la côté de Joseph Viola, d'Antonello Cabras, mais aussi d'Armelle, pour voir un petit peu, toi, que tu as aussi notamment cette blog très suivi sur tout ce que c'est la gastronomie, tout ce que c'est les choses bonnes de Lyon, à poser un petit peu de questions, à ton avis, à comment il peut comment il a changé notre vie et comment il va changer aussi sur le plan notamment de la restauration. Michel, il faut que tu cliques sur l'audio du son, sur ton son. Michel? Est-ce que vous m'entendez? Oui, parfait. Bravo, Michel. Oui, là, oui. Magnifique. Allez-y, à toi. Bonjour, Michel. Donc, bonjour à vous tous et merci de m'autoriser à participer à cette réunion vidéo. Je crois que nous vivons une époque comme on n'en a jamais vécu, une époque terrible. Et moi, la première question que je voulais poser, aussi bien à Antonello qu'à Joseph et à Armelle, mais son activité est un petit peu différente, quel serait pour vous le meilleur moyen de réouverture de vos établissements? Et je vous poserai une autre question après, de savoir comment vous voyez l'avenir. Alors, Joseph, par exemple, bonjour à toi. Oui. Tu vois comment la réouverture des restaurants? En fait, la réouverture des restaurants, je la vois un peu... bon, c'est encore un peu flou, pour tout vous dire. Pourquoi? Parce que déjà, on n'a pas de date de prévue. Ça, c'est déjà quand même quelque chose qui est important. On ne saura toujours pas quand est-ce qu'on va ouvrir. Et je comprends tout à fait le gouvernement qui ne puisse pas se prononcer là-dessus. Comment je vois demain mon restaurant quand ils nous donneront l'autorisation? Suivant leurs directives. Ils nous disent, par exemple, je prends un exemple, s'ils nous disent, voilà, vous avez le droit de travailler, mais à condition que vous fassiez que 50% de capacité au niveau de votre clientèle, forcément, la première chose que je ferai, c'est je ne pourrai pas faire rentrer tous mes employés. Ça, c'est certain, parce que l'économie d'une entreprise, elle dépend du chiffre d'affaires. Ensuite, on appliquera les normes d'hygiène comme on les applique dès aujourd'hui, puisque je fais des plats à emporter. Ce qui me trouble un peu, c'est surtout l'environnement à l'intérieur de la salle. Je me dis que les clients qui auront... encore, dans tes établissements, je ne dis pas que tu as des grandes salles, mais tu as des endroits, alors que, mettons-nous à la place, par exemple, d'un restaurant qui a 15 ou 20 couverts, je ne vois pas la solution. C'est pour ça. Le chiffre d'affaires pour deux, mais les frais resteront pratiquement similaires. C'est clair. Exact, tout à fait. Et c'est pour ça que la problématique aujourd'hui, c'est qu'il y a X milliers, dizaines de milliers de restaurants, mais aucun n'est identique. Aucun n'a le même fonctionnement. Vous avez des restaurants où c'est l'homme et la femme qui travaillent. Vous avez des restaurants où ils sont 40, 50 personnes à y travailler, puis d'autres petites structures, 10, voire 15, voire même un peu moins. Mais au niveau de l'ambiance du restaurant même, confiner, on va dire, si vous me le permettez, confiner les clients à l'intérieur du restaurant en mettant des plexiglas et tout, je le vois mal. Je le vois mal, ce projet. Pourquoi? Parce que, sincèrement, moi, le premier, on me demande d'aller dans un restaurant en sachant que je vais avoir un plexiglas à droite, à gauche et
je ne pourrais peut-être pas manger avec ma famille complète où nous sommes 4, bientôt 5, mais nous sommes 4, où ils vont peut-être pas autoriser les tables de 4, que les tables de 2. Enfin, je trouve ça un peu Et puis à Lyon en particulier, compliqué. bouchon Puis en plus à Lyon. convivialité, hein. Voilà. Donc Dans un des bouchon à établissements Lyon, on comme aime le... bien parler à la table voisine. Oui, et se partager quelquefois le verre de vin parce qu'on veut faire découvrir, parce qu'on est content d'y être. Mais c'est vrai que sous ces conditions-là, c'est quand même un peu compliqué, quoi, hein. Ensuite, avoir un serveur qui va venir avec des gants, avec soit une casquette avec la visière, soit avec un masque. Essayons d'imaginer comment ça peut se traduire dans un restaurant. Et puis, la première chose, je pense qu'il faudra donner comme signal très très fort à toute la clientèle, c'est les normes d'hygiène dans chaque établissement. C'est clair. Malheureusement, petits et grands, hein. Là, il n'y aura pas de demi-mesure. Mais ça va coûter quand même de l'argent pour certaines structures. Je parle en particulier des petites structures. Moi, je parle toujours des petites structures parce que je vais vous dire une chose. Là, j'ai l'impression de revivre ma première ouverture de restaurant, c'est-à-dire il y a maintenant 16 ans. J'ai ce sentiment-là de redécouvrir qu'est-ce qu'un chef d'entreprise, qu'est-ce qu'un restaurant quand on est à la tête d'un restaurant. Donc, c'est assez surprenant. Et j'ai discuté avec 2-3 collègues autour de moi qui sont chefs patrons et ils ont le même sentiment. On a l'impression qu'on doit redécouvrir ce nouveau métier. Parce que je pense qu'il y aura un nouveau métier, malgré tout. Parce que l'approche de notre cuisine, alors pour certains, ça va être du changement à 100%. Et puis d'autres, voilà, pour pas nous citer chez Daniel et Denise, on a déjà commencé depuis quelques années à travailler avec des producteurs, à faire du circuit court. Et je pense que les clients seront de plus en plus touchés par ce fonctionnement. Mais c'est à nous de bien communiquer, c'est à nous de bien faire les choses. Mais pour le moment, on peut tout imaginer, mais tant que le gouvernement, certaines directives, on va avoir quand même pas mal de soucis à se projeter complètement dans cette nouvelle aventure. On va te poser Oui, Michel. Est-ce que vous entendez tout ça? Oui. Oui. Oui, c'est bon, on t'entend. Oui. Antonello, toi, comment tu vois la situation et quel serait l'idéal pour une réouverture? Et à la limite, est-ce qu'il ne vaut pas mieux décaler un peu la date de réouverture au détriment du chiffre d'affaires et l'emploi des collaborateurs, mais pour repartir dans des conditions quand même moins contraignantes que le plexi, les gants, le masque, le gel? Moi, perso, je suis tout à fait d'accord avec Joseph. Et j'arrête pas de faire des réunions, contre-réunions avec des confrères pour essayer de voir, de s'imaginer des scénarios différents en fait, parce que c'est compliqué. Moi, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai la chance d'avoir 2 établissements et de lesquels un qui est ouvert aujourd'hui. Et on a la chance d'avoir un patio intérieur. Du coup, moi, perso, vu qu'on n'a pas de date, on ne peut pas se projeter dans le futur proche. Et pour moi, l'hostéria, je ne l'ouvrirai pas avec des plaques de plexiglas pour séparer ou des histoires comme ça. Je ne me sens pas prêt d'affronter cette situation comme ça. Je parle pour la maison mère. Par contre, forcément, on est obligé de garder un chiffre d'affaires, de garder des employés qui sont là aujourd'hui, qui nous aident énormément. Et ça fait mal au cœur de voir nos établissements qui sont fermés. Et j'arrive pas, en fait, de me projeter avec mon resto, avec tout ce qu'on donne, de les voir avec des barrières. Et surtout, c'est un moment de partage tellement important pour nous que j'arriverai pas à me projeter, comme disait le chef Joseph tout à l'heure, avec un serveur qui arrive avec des gants ou avec un masque visière, j'arriverai pas. Oui, non, mais la situation est quand même paradoxale parce que
vous avez envie, mais surtout, vous avez besoin d'avoir des établissements qui ouvrent, qui font du chiffre d'affaires pour satisfaire vos clients. Et puis, à côté de ça, on est confronté à une situation qui fait que, pour certains petits restaurants, ça sera impossible à mettre en place. Et puis 2, ça sera le contraire de la convivialité. Or, si je ne m'abuse, à Lyon, comme partout en France, mais à Lyon en particulier, la gastronomie, la cuisine, quelle qu'elle soit, quel que soit son niveau, c'est quand même la convivialité. Je veux dire, on mange parce qu'on est entre amis, on partage et tout. Donc, si c'est pour avoir des contraintes infaisables, donc la solution, je ne sais pas où elle est, là, sans parler des aspects sociétaux et, comment dirais-je, médicaux. Armel, par exemple, qui n'a pas parlé sur ce sujet. Bon, vous, votre opération est c'est pas une restauration qu'on pourrait appeler traditionnelle. Oui. Comment vous voyez? Alors, j'allais dire, à la limite, on peut toujours faire des petits pots ou des cornets emportés par la fenêtre, mais l'idée, c'est quand même là aussi, dans la convivialité, de s'asseoir entre amis, à seul, à plusieurs ou en famille autour d'une table et de déguster, voire d'échanger les spécialités glaciaires. Ouais, exactement. Nous, en fait, c'est pour ça qu'on a rouvert un petit peu en amont pour mettre en place justement cette vente à emporter et axer notre activité sur la vente à emporter. Parce que justement la terrasse, ce qui est normalement le gros de notre activité, on ne sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir la remettre en place et dans quelles conditions on va pouvoir travailler. Donc avant la fermeture du 14 mars, moi j'avais déjà instauré des règles. Alors mon établissement n'est pas un établissement étoilé, qui n'est pas un service haut de gamme. Comme peut l'avoir Joseph, comme voilà, dans la restauration. Chez nous, c'est quand même beaucoup plus simple et beaucoup plus convivial. Donc moi, par exemple, tous mes employés portaient déjà des gants au mois de mars. Je pense que ça, éventuellement, pour moi, ça me pose pas un problème majeur de les faire travailler avec des gants. Mais moi, je vends que des glaces et mes clients sont là, on va dire, un quart d'heure, 20 minutes sur la terrasse. Donc voilà, actuellement, c'est ce que je fais quand j'ai des clients, j'ai un masque, j'ai des gants. J'ai du gel hydroalcoolique, je propose aux gens de s'en servir. Voilà, donc j'ai déjà. C'est obligé de demander aux gens de s'en servir. Oui, alors par contre, c'est vrai que les clients, c'est là où la difficulté est aussi importante. C'est que je pense que les gens n'ont encore pas conscience des règles à appliquer. Parce que on a ouvert seulement depuis le 22 avril, mais depuis le 22 avril, je vois très peu de gens avec des masques, alors qu'ils viennent s'adresser à quelqu'un, même s'il y a une barrière, une distance de plus d'1 mètre entre nous. Ils n'ont pas de gants, ils n'ont pas de masque. Et voilà. Donc, même. Enfin, cela dit, Armel, les masques, on en a dans les pharmacies que depuis 2 jours. Hein. Oui, non, bien sûr. Mais bon, moi, par exemple, c'est des masques en tissu que j'ai achetés, voilà, avec des normes, voilà, que je lave. Donc, je sais pas. Après, je trouve que les gens, même si j'ai mis des barrières pour que les gens attendent les uns derrière les autres, il y en a toujours qui vont à droite, à gauche pour venir voir les vitrines de glace et qui ne respectent pas forcément. Donc là, je pense qu'il va vraiment falloir que les gens prennent conscience qu'il y a une règle, un sens de circulation qui va s'appliquer dans les restaurants et dans la vie au quotidien, dans les commerces, quoi. Parce que ça, pour l'instant, c'est vrai que je pense que c'est pas encore rentré. Vous n'avez qu'à voir dans les rues à Lyon comment les gens ne respectent pas le confinement. Donc, je veux dire, voilà. Ça, c'est un peu latin, c'est un peu français. Alors, moi, il y a quand même une question que je voudrais vous poser qui est fondamentale, au-delà de la réouverture. Est-ce que, bon, tout le monde dit avec cette phrase un peu bateau, rien ne sera plus comme avant. Est-ce que vous pensez que dans vos établissements, les uns les autres, Joseph, Antonello, je veux dire, est-ce que vous ne pensez pas que ça remet en cause, Joseph, tu l'as un peu évoqué tout à l'heure avec la provenance des produits, est-ce que vous ne pensez pas qu'il va falloir se réorienter, non
pas vers un autre type de cuisine, mais vers un autre type de fonctionnement. Joseph. Alors, j'ai une très mauvaise connexion. J'essaye de décrypter un peu ce que tu as dit, Michel. La collection. Moi, je pense que, si j'ai bien compris la question, je pense vraiment, comme je l'ai dit, donc il faudra revoir les circuits courts et tout. Ça, c'est fondamental. Mais maintenant, est-ce que je pense que malgré tout, mais ce n'est que moi, hein, c'est mon avis, mon propre avis. Je dis malgré tout, ça va durer qu'un certain temps. Parce que si on entend un peu, si on écoute un peu ce qui se dit, que ce sera plus comme avant. La phrase bateau, comme tu viens. Moi, je pense qu'à un moment donné, les choses vont revenir. Ça mettra peut-être 6 mois, 1 an, mais elles vont revenir comme c'était il y a avant le confinement. Pourquoi? Parce que on a une culture en France, c'est effectivement de passer du temps à table. C'est pour ça que d'ailleurs on est à l'UNESCO. Mais je pense que ça, c'est quand même, c'est dans nos gènes d'aller au restaurant avec une certaine liberté. On n'est pas conditionné, on n'est pas fait pour avoir des contraintes quand on va au restaurant. Ça va durer 6 mois, 1 an, quelques contraintes, mais ensuite, je pense que les gens reprendront et on reprendra la vie comme avant. Et je l'espère vraiment. Je dis ça et je suis un peu plus convaincu aujourd'hui. Pourquoi? Parce que depuis une semaine, donc comme je vous l'ai dit, hein, on a rouvert 3 établissements sur 4. Bientôt, on ouvrira la Croix-Rousse. Et tous les matins, donc, je m'en vais avec ma voiture de bonne heure et je me rends compte que tous les matins, il y a de plus en plus de voitures sur la route. Alors qu'on n'est pas le 11 mai, on n'est pas à l'heure du déconfinement. Mais non, mais il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que des confinés, il y a des gens qui travaillent quand même. Oui, mais tu sais, il y a 15 jours, je prenais toujours ma voiture aux mêmes horaires, il y avait beaucoup moins de voitures, beaucoup moins. Mais Monsieur je pense que... Là, on vous remercie. Nous remercions tous nos employés du secteur de la gastronomie. Vous êtes vraiment des excellences du terroir. Donc, ça a été un honneur pour nous de vous inviter ici et d'avoir cette intéressante conversation avec vous. Et maintenant, on va passer à l'assesseur de la région d'Ombrie qui va se colléguer. C'est ici. C'est ici. Donc, on vous remercie et on vous invite à suivre le reste de notre conversation de Facebook. Merci beaucoup à tous. Merci. Madame Nardone, Monsieur Merci, Léla, bonne soirée. Monsieur Viola et aussi Monsieur Godet. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup. Ciao. Ciao. Sì, proprio abbiamo parlato a vous. del settore gastronomico qui in Francia, quindi restando sempre sulle filiere agroalimentari abbiamo qui l'assessore della regione Umbria, Roberto Morroni, assessore alle politiche agricole ed agroalimentari e dalla tutela e valorizzazione dell'ambiente della regione Umbria. Per cui, Assessore, cosa saprebbe dirci riguardo il rilancio delle filiere d'eccellenza e della promozione del brand Umbria, considerando anche, non so se state mettendo in atto delle iniziative a sostegno di tutti quegli imprenditori umbri che hanno degli scambi commerciali con la Francia, considerando anche che la Francia è il secondo paese europeo per l'Italia come export. Assessore, non la sentiamo, abbiamo questo problema audio oggi, non riusciamo... Non riusciamo, no, non la sentiamo.
perché lei sicuramente sente noi, ma ci sarà, esatto, qualche problema audio. Era interessante parlare soprattutto della regione Umbria, dato che dovrebbe essere una delle prime regioni italiane ad essere fuori dal contagio, ad essere pronta per la fase 2, quindi sicuramente sarebbe stato interessante ascoltarla, ma Signor Assessore, se per caso ha a disposizione delle cuffie con microfono o delle casse con microfono, ha detto, sono riuscito a leggere il labiale, credo abbia detto purtroppo no. Allora, Assessore, se non riusciamo a continuare questa conversazione, sicuramente la inviteremo al nostro prossimo aperitivo perché, ecco, sarebbe stato molto interessante ascoltarla. Grazie mille a lei. La ringraziamo comunque moltissimo, sono mancati i mezzi tecnici, ma spero comunque abbia potuto godersi anche di questa chiacchierata. E davvero, allora le diamo appuntamento al nostro prossimo aperitivo, in cui sicuramente ci auguriamo che riuscirà anche lei a dire la sua. Grazie mille davvero di aver partecipato. Grazie, arrivederci. Perfetto, allora siamo giunti alla fine di questo nostro appuntamento. Ringraziamo ancora una volta il dottor Morroni che purtroppo non è riuscito a darci la sua testimonianza. E niente, allora possiamo anche, direi, avviarci verso la conclusione di saluti, ringraziare il nostro pubblico. Magari qualcuno ha qualche domanda da fare, peut-être quelqu'un dans le public souhaite poser quelques questions. Sicuramente abbiamo fatto molti complimenti per aver parlato della situazione italiana e abbiamo avuto anche molti spettatori umbri che ci hanno ringraziato per aver invitato l'assessore Gabriele Giottoli e l'assessore Roberto Morroni. Scusa Gaia, quante persone si sono collegate almeno in audio insieme con noi, per favore? Ci dai un numero? 8 persone. No, in totale quanti è che hanno ascoltato naturalmente Dimci? Intorno alle 150. Ok, va bene. Il momento... Complimenti amici, complimenti Gaia, Filippo, veramente ottimo lavoro. Siamo tutti qua, abbiamo passato un momento veramente speciale, molto interessante. Speriamo di ritrovarci per un prossimo aperitivo. Avete già una tabella con le date, un planning? Ma ci siamo dati come date una volta al mese, quindi cercheremo sempre di essere preparati e anzi di anticipare le tematiche così da essere i primi, ecco, ad essere influenti su quello che facciamo. L'idea appunto comunque di scegliere sempre delle date che abbiano un significato e un valore, come la prima volta abbiamo scelto il lunedì dell'Angelo e questa volta la festa dei lavoratori. Anche la prossima volta magari potremmo scegliere il 2 giugno, ad esempio. È una suggestione come un'altra. Sì, ottima idea. E inviteremo il nostro caro console generale. Volentieri. E faremo soprattutto partecipare in video l'ambasciatrice, Presidente. Ah sì, anche. Ecco, quindi avvertiamo già tutti quelli che sono ancora che sono ancora naturalmente collegati con noi che il prossimo aperitivo lo organizzeremo, sarà veramente un aperitivo molto italiano perché lo organizzeremo per la festa del 2 giugno e per dire la verità vi diamo anche una piccola informazione, noi l'anticiperemo perché ufficialmente il Consolato d'Italia a Lione lo farà il giorno dopo, quindi il 3 giugno farà, mentre noi lo faremo invece il 2, quindi faremo veramente il giorno della festa della Repubblica e avremo certamente l'ambasciatrice d'Italia a Parigi, quindi in Francia, la nostra carissima ambasciatrice che lo faremo sicuramente. Teresa Castaldo sarà molto Teresa Castaldo, e così ci potrà dire veramente qualche cosa. Sentite, si chiama aperitivo, ma sono l'unico solo ad aver bevuto qualcosa. Allora cambiare il nome o allora bere qualcosa, no?
No, io nel momento in cui non eravamo collegati un bicchiere di vino me lo sono concesso. Bene, Gaia, guarda, sto lavorando, quindi non ho voluto eccedere, me ne sono concesso solo uno, insomma. Io sono rimasta sobria. Certo. Ok, va bene, amici, vi saluto. Va bene, ringraziamo tutti quelli che ci hanno ascoltati fino adesso, naturalmente, et diamo appuntamento pour le 2 juin pour un nouveau apéro, dans ce cas-là vrai, un apéro italien, et que donc suivez toujours nous sur notre réseau social de la Chambre des commerces italiens de Lyon, et à tout le monde un très bon 1er mai. Au revoir, merci. Au revoir. Arrivederci, buona serata.